Déléguer en entrepreneuriat, c'est presque aussi important que de créer son activité. En déléguant, vous allez passer du statut de solopreneur, de petit artisan isolé, véritablement au statut d'entrepreneur. Quand on se lance et qu'on passe de salarié à entrepreneur, on part d'une situation qui est relativement stable et on s'attend à arriver à une situation qui est également relativement stable. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. En fait, c'est un escalier. Quand vous allez être entrepreneur, vous allez lancer l'activité, au départ tout seul, et puis ça va grandir, et du coup vous allez vous entourer. C'est une marche, et une fois que cette marche est passée, il y aura d'autres marches derrière, et à chaque moment vous pouvez décider de vous arrêter sur la marche sur laquelle vous êtes, ou de continuer votre croissance, votre progression dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc plutôt que de chercher un long fleuve tranquille, dites-vous bien que la vie d'entrepreneur, c'est plutôt une série d'aventures et qu'il y en a qui vont être agréables, qui vont vous plaire et qui vont être des véritables cadeaux, et il y en a qui vont demander des efforts, de l'adaptation, de la créativité, et éventuellement le fait de déléguer fait partie de ces aventures-là. Alors la délégation en elle-même amène son lot de questions et de difficultés. À quel moment je peux commencer à déléguer? Quel type de tâches je peux commencer à déléguer? Comment je peux gérer mes attentes? Et puis, quand on ouvre la porte au rapport humain, on ouvre la porte aussi à tout ce qui est gestion du facteur humain, gestion des émotions, gestion éventuellement des conflits, des déceptions, des attentes non exprimées. Et ça, c'est un pan tout à fait incontournable dans la gestion d'une délégation qui est à la fois sa difficulté et à la fois sa magie. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur le sujet et je vais vous donner quelques pistes pour envisager de déléguer sereinement. Donc personnellement, j'ai commencé à déléguer en 2009 dans le cadre de l'activité de mon agence de rédaction. À l'époque, on avait un mandat qui consistait à faire des commentaires sportifs de différents événements, notamment les Jeux Olympiques ou la Coupe de l'Amérique. Alors sur certains sports, j'étais très à l'aise, c'était des disciplines que je connaissais moi-même. Mais un jour, le client est arrivé en me demandant de nouveaux sports, comme le football et le hockey. Donc c'est à ce moment-là que j'ai dû tourner vers des personnes qui connaissaient bien ces disciplines sportives pour pouvoir compléter l'équipe et couvrir la demande. Au départ, il y a eu 2-3 rédacteurs. À la fin de l'activité, on était une trentaine de rédacteurs. Donc ça avait vraiment pris beaucoup d'ampleur. Donc je me suis retrouvée à gérer une équipe, à en fait avoir la responsabilité de lui donner les moyens de travailler efficacement. Ça voulait dire avoir un planning clair et comprendre exactement quel événement sportif devait être commenter à quel moment, parce que tout ça c'était du direct. Ça voulait dire aussi avoir les moyens de se connecter facilement à une plateforme de commentaires qui soit efficace. Ça voulait dire avoir des ressources en termes de vocabulaire, en termes de qualité d'orthographe, améliorer son style de rédaction. Donc ça c'est des choses qui paraissent assez élémentaires aujourd'hui parce qu'il y a énormément d'outils qui se sont développés. Mais à l'époque, on a bidouillé avec des tableaux Excel, c'était les débuts de Dropbox. Voilà, on a inventé tous ces outils-là pour pouvoir créer une vie d'équipe qui soit agréable, en tout cas le plus agréable possible pour tout le monde. Donc ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que dès lors qu'on crée une équipe, c'est pas l'équipe qui est à notre service, c'est en fait nous qui sommes au service de l'équipe. Et là, il y a vraiment quelque chose à capter qui est pas courant dans le management habituel, vertical, avec une hiérarchie, mais c'est vraiment un manager et un chef d'équipe se doit d'être nourrissant, il y a un côté maternage, et c'est ça qui fait que le travail va être bien fait. Construire une équipe, c'est vraiment une étape clé dans le développement d'une entreprise. Ça va vous permettre de vraiment décupler votre capacité de travail, votre capacité d'accueil des mandats, votre force de frappe et aussi votre vitesse d'intervention. Ça, c'est aussi quelque chose de magique. Quand quelqu'un rejoint l'équipe, tout à coup, il y a la liste des tâches en cours qui se réduit, et ça, ce côté waouh, ça y est, on avance. Et puis apparaît alors ce plaisir de travailler en groupe, on est tous tendus vers un même objectif, on arrive à se mettre en état de flow, individuellement mais aussi en groupe. Et ça, ce sont des états qui vont véritablement faciliter la réussite et l'expansion de l'entreprise. Quelque chose qui est important à comprendre, n'allez pas chercher une compétence, allez chercher des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous. Les compétences, ça peut toujours s'adapter, on peut toujours former les gens, ils peuvent apprendre, on peut leur expliquer, mais partager les valeurs fondamentales sur ce qu'on veut amener au monde,
Ça, c'est vraiment l'élément le plus important. Donc la première question que vous vous posez sans doute, c'est quel est le bon moment pour déléguer? Et là, c'est assez facile, il y a deux types d'erreurs. La première erreur, c'est de déléguer trop tard, et la deuxième erreur, c'est de déléguer trop tôt. Alors souvent, quand on commence à envisager de déléguer, c'est qu'on est sous l'eau. En fait, on a un moment où on est débordé, où on ne se voit plus les mains, on ne sait plus comment on s'appelle, et c'est à ce moment-là qu'on prend conscience qu'on devrait commencer à déléguer. Il y a deux attitudes possibles. La première, c'est de dire « Ah, c'était juste un coup de feu, j'ai survécu, ça va pas se reproduire, donc je vais pas engager ». Et en fait, oui, ce coup de feu, c'est un signe de croissance de votre entreprise. C'est la première petite alarme rouge qui dit « Hey, ça y est, ça prend, il y a des clients, il y a beaucoup de travail. Il y en aura un autre qui va arriver dans pas longtemps. » Et en fait, la fréquence de ces coups de feu va se rapprocher. Et il vous faut prendre le temps de recruter, de former, d'expliquer dans les moments de creux, en ayant cette confiance dans le fait qu'il va de nouveau y avoir des pics et que du coup, vous allez pouvoir les accueillir de manière sereine parce que vous aurez constitué votre équipe entre les deux creux. Et parfois, ce qui arrive, c'est « Ah oui, mais là j'ai eu beaucoup de travail, mais je suis pas sûre que ça revienne, donc je vais pas engager. » Et en fait, là, le risque, c'est de s'auto-limiter parce que finalement, on ne se sent pas en capacité d'accueillir une masse supplémentaire de travail, on a peur de l'épuisement, et du coup, je vois des auto-sabotages assez clairs et massifs, où on oublie d'envoyer l'offre, où on répond pas à la demande du client, des choses vraiment basiques, mais qui ont leur utilité, c'est qu'elles visent tout simplement à protéger la santé de l'entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment la première chose à comprendre. Dès que vous avez un pic, c'est la petite sonnette d'alarme. Ah, ça y est, faut que je commence à déléguer. L'autre erreur, c'est de déléguer trop tôt, sans avoir le carnet de commandes suffisant qui va vous permettre d'assurer la stabilité et la pérennité financière de la collaboration. Ça, c'est un point qui est pas facile parce que souvent les gens sont débordés sans pour autant avoir la trésorerie qui leur permet d'engager. Et là, c'est un signal très clair que votre modèle d'affaires, il est bancal. Il faut revoir votre grille de tarifs, il faut diminuer vos prestations, il faut ajuster quelque chose pour que vous puissiez avoir cette marge de manœuvre pour engager. Et c'est un bon signe quelque part. Un modèle d'affaires qui n'est pas vertueux, qui ne vous rend pas service, qui ne sert pas le vivant et en premier lieu votre vie, c'est un modèle d'affaires qui est dysfonctionnel. Donc il faut l'ajuster. Le risque dans ce cas-là, c'est que si on engage trop tôt, qu'on n'a pas la trésorerie, qu'on n'a pas les revenus supplémentaires, on va faire peser sur la collaboration une menace. Parce que l'argent, il diminue deux fois plus vite que si on travaillait tout seul. L'autre, il est quand même encore en train d'apprendre, donc il n'est pas aussi rapide que nous, il n'est peut-être pas aussi précis que nous. Et là, ça va générer des impatiences, des agacements, et ça peut compromettre la collaboration, alors même que si on avait une visibilité financière avec un horizon un peu plus éloigné, ça se passerait beaucoup mieux. Finalement, le bon moment pour déléguer, c'est quand votre carnet de commandes tourne à plein régime, et puis que vous-même, vous commencez à enchaîner régulièrement des pics de fatigue. À ce moment-là, au cœur de la tourmente, il va vous falloir faire un petit effort. C'est de prendre une feuille, et je dis bien au cœur de la tourmente, prendre une feuille et de noter cette tâche-là, elle pourrait être faite par quelqu'un d'autre. Cette tâche-là, elle pourrait être faite par quelqu'un d'autre. Cette tâche-là, elle pourrait être faite par quelqu'un d'autre. Et dès que le pic est passé, vous allez chercher des personnes en fonction de ces tâches-là. L'ancrage pratique au cœur de la tourmente, il est super important, parce que sinon on a tendance à projeter de ce qui devrait être fait par d'autres. Donc vraiment, notez au moment où c'est le bazar, où vous avez trop de boulot, notez les tâches que vous pouvez déléguer en réel. Donc la deuxième étape, c'est de bien définir ses attentes. Et définir ses attentes, c'est vraiment l'étape clé pour réussir à bien déléguer. Il n'y a que vous qui savez ce qui compte pour vous, et si vous ne l'exprimez pas, l'autre ne peut pas le deviner. Un engagement, c'est un vrai projet. Et comme n'importe quel projet, à long terme, ça demande une certaine préparation. En plus de bien accueillir la personne à qui vous allez déléguer les tâches, cette étape va vous permettre de définir très clairement quelles sont vos attentes et les résultats techniquement décrits que vous souhaitez obtenir. C'est beaucoup plus facile pour la personne qui décide de rejoindre votre équipe de comprendre vraiment quel est l'objectif à atteindre et quels sont les enjeux plutôt que de faire une tâche. Et ça va vous permettre aussi d'évaluer rapidement si c'est la bonne personne pour votre entreprise, si c'est la bonne personne pour votre projet. Pour commencer, vous pouvez reprendre la feuille, l'étape numéro 1, dans laquelle vous avez noté les tâches qui pourraient être faites par quelqu'un d'autre,
Et puis, vous allez les associer entre elles pour essayer de faire un profil de poste. Alors, ce qui est intéressant quand on commence à déléguer, on va pas faire un double de nous, on va pas se dupliquer. Il va pas y avoir une personne qui va faire toutes nos tâches comme nous. Par contre, on va créer des blocs de tâches où on va aller chercher des gens qui savent le faire mieux que nous. Par exemple, vous n'allez pas trouver une personne, alors si je prends mon cas, qui fait des réseaux sociaux, qui fait des vidéos avec des montages et de la publication sur la plateforme de formation, qui fait la compta et le suivi des factures, puis qui fait le suivi des interviews et des relations avec d'éventuels partenaires. Voilà, il n'y a pas une personne qui va faire tout ça. Par contre, il peut y avoir une spécialiste de la gestion administrative, une spécialiste du montage vidéo et une spécialiste de la publication et la gestion sur la plateforme de formation. Et ça, en fait, ça va faire que de déléguer, de s'entourer d'une équipe, ça va faire globalement monter la qualité de vos prestations, si vous procédez comme ça. Donc tout ce travail de réflexion autour des blocs de tâches, autour des critères de qualité qui sont attendus, ça va beaucoup faciliter la rencontre avec la personne qui va rejoindre votre entreprise. Plus vous êtes clair sur votre intention, sur vos attentes, sur vos besoins, plus c'est facile de dire oui, c'est la bonne personne, non, c'est pas la bonne personne. Une fois que vous aurez commencé à travailler avec la personne, qu'elle aura intégré votre entreprise, va survenir un troisième volet qui est très important dans la délégation, c'est la gestion des émotions. Alors tout comme la création d'une activité indépendante, la création d'une entreprise, c'est un palier de développement personnel, et du coup ça s'accompagne de beaucoup d'émotions, beaucoup de yo-yo, des mélanges de peur, d'enthousiasme. Et bien vos premières collaborations, ça va faire la même chose, on va passer par des mêmes étapes de grande frayeur, de grand bonheur, et il faut s'y préparer un petit peu. Donc parmi les émotions qu'on va croiser sur cette route-là, et bien sûr il va y avoir le souci du travail bien fait. On aimerait bien de temps en temps être irremplaçable et que nous qui puissions faire les choses parfaitement, ce besoin d'être indispensable, c'est ça qui va s'aborder le potentiel de croissance de notre entreprise. Donc c'est assez urgent de revenir à une position plus humble et à se dire voilà, j'ai ma manière de faire les choses, elle fonctionne bien. Je peux m'entourer d'autres personnes qui vont faire les choses peut-être un petit peu différemment, mais ça fonctionnera bien aussi. Et ça, c'est vraiment le premier pas pour pouvoir s'entourer et créer son équipe. Après, on va avoir le yo-yo émotionnel autour de l'argent, parce que c'est sûr que dès qu'on monte une équipe, les mouvements de trésorerie sont plus importants. Et c'est un petit peu comme si on passait d'une trottinette à un vélomoteur, tout à coup ça va plus vite. Voilà, il y a plus de flux et waouh, on a un peu le vertige. Donc ça peut aussi faire beaucoup d'émotions. Il y a le souci d'être bien compris, de s'exprimer, de trouver la juste mesure entre ouais, fais comme tu veux, je te fais confiance. Si on n'explique rien, l'autre est en difficulté. Ou le fait de micromanager puis d'être sur l'épaule de la personne derrière son ordinateur tous les matins, c'est pas très bien non plus. Après, ce qui est super important aussi à comprendre, c'est qu'on fonctionne en miroir. On est des êtres humains, on est normalement très empathique et on pompe les émotions de l'autre sans même s'en rendre compte. Donc si vous êtes anxieux sur le fait que la relation se passe bien ou pas, la personne en regard, elle va sentir cette anxiété, elle va se sentir mal à l'aise dans le poste et elle va pas tout à fait être capable d'exprimer pourquoi, mais ça fait vraiment des effets miroirs. Donc soyez confiants, soyez zen, et l'autre sera confiant et zen en retour en face. À l'inverse, on peut aussi faire l'erreur de faire une confiance totalement aveugle envers la personne qu'on engage pour tâches. Ça peut être sur des tâches qu'on déteste faire, ou ça peut être parce que quand on était salarié, on a détesté être micromanagé par un boss et qui était derrière notre épaule tous les matins, et du coup on aime avoir cette liberté de travail, et du coup on veut offrir ça à la personne avec qui on collabore. Mais dans les deux cas, c'est dangereux. Si vous n'avez aucune idée de ce que fait l'autre, si vous ne savez pas lire le bilan de votre comptable, si vous ne savez pas faire un point de trésorerie dans votre logiciel de comptabilité, vous n'êtes pas maître de votre entreprise. Et si vous ne donnez aucune directive et que vous laissez l'autre totalement libre de faire comme il l'entend, il n'y a aucune chance qu'il arrive au résultat que vous attendez et vous n'avez aucun contrôle sur le résultat final. J'ai remarqué que bien souvent, les émotions négatives liées à la délégation viennent principalement des questions financières. Le cerveau, il aime bien les questions financières parce que c'est mathématique, c'est carré, c'est plus facile à gérer que l'émotionnel. Positif ou c'est négatif, c'est blanc ou c'est noir. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que l'accueil du collaborateur ne doit en aucun cas vous détourner
de votre mission d'entretenir la machine commerciale, de continuer à prospecter, de continuer à faire de la publicité, parce que c'est ça qui va faire bouillir la marmite, c'est ça qui va permettre de couvrir vos revenus à vous et aux personnes que vous engagez, et ça va consolider votre collaboration. En conclusion, si j'ai un message à vous faire passer, c'est que il faut vous rappeler que vous êtes débutant dans le monde de la délégation et je vous invite à être bienveillant avec vous-même. Parce que même si c'est difficile au départ, c'est juste une étape. Donc peut-être vous allez avoir une première expérience malheureuse, vous arrêtez pas, tirez-en les leçons et recommencez. Bientôt vous serez à l'aise et vous aurez une meilleure vue d'ensemble sur les tâches que vous souhaitez déléguer, sur la manière dont c'est réalisé, vous aurez plus confiance en vous aussi sur la qualité des interactions et par effet miroir, vos équipes auront plus confiance en vous aussi. Et là, il y a vraiment des boucles vertueuses qui vont se mettre en place. Alors bien entendu, cette vidéo est trop courte pour vous faire un 360 degrés sur la question de la délégation. Ça reste un sujet qui est délicat et qui est relativement long à mettre en place. Donc si vous êtes au tout début de la démarche, si vous l'envisagez ou si vous venez juste de commencer et puis vous êtes dans les premières frayeurs de la délégation, je vous propose de cliquer vers une ressource que j'ai mise en place sur le site de Blooming Companies pour vous aider à démarrer, à poser des bases saines qui vont vous permettre ultérieurement de développer votre entreprise et d'augmenter vos compétences de gestion d'équipe, de délégation. Cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour découvrir tout ça. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt.